Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est M. Laurent Dona Fologo. Il est le président du Conseil économique et social de la République de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir une fois de plus dans notre émission, mais la différence est qu'on est chez vous. Absolument. D'accord. Hier, Monsieur le Président, je vous ai vu lors du grand meeting à la place de la République. Et j'étais un peu... Je me suis posé la question parce que tout le monde, la jeunesse, était très content de vous voir. Expliquez-nous votre secret. Comment ça se fait que vous avez été capable de plaire aux gens de votre génération et aussi aux enfants qui avaient peut-être 15, 20 ans, comme ça? Quel est votre secret? Je dois dire que la jeunesse ou l'âge, c'est dans l'esprit. Je suis en effet un des doyens politiciens de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé longtemps avec le président Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec son successeur. J'ai fait 22 ans dans les différents gouvernements de ces deux premiers régimes. Et aujourd'hui, l'on est quelquefois surpris de me voir encore présent aux côtés du président Gbagbo, d'autant plus que à mon époque, le président Gbagbo était l'adversaire, l'opposant traditionnel du président Houphouët-Boigny. Eh bien, moi, j'explique cela en disant que il y a eu en France, comme vous le savez, un grand politicien qu'on appelait M. Talleyrand. Talleyrand, oui, exactement. M. Talleyrand a fait tous les régimes. Et quand on lui a demandé comment il faisait, il a dit parce que je sers la France. Voilà. Moi, je sers la Côte d'Ivoire. À chaque étape, je me suis trouvé dans une position qui m'a permis d'apporter ma contribution au développement de la Côte d'Ivoire et de son peuple. D'accord. Aujourd'hui, je suis encore là, aux côtés du président Gbagbo, depuis 2000, depuis son accession à la magistrature suprême, parce que j'ai considéré que les temps avaient changé. Le temps où le président Gbagbo était l'opposant du président Houphouët-Boigny et le temps d'aujourd'hui n'est pas le même. Aujourd'hui, nous nous battons pour exister dans une mondialisation dont vous connaissez les ravages dans nos petits pays, et dans un contexte où les Ivoiriens ont besoin de poursuivre l'œuvre que le président Houphouët-Boigny avait commencée, et dans un contexte aussi où certains Ivoiriens, dans le cadre du multipartisme, se sont mis à rendre plus difficile le travail du président. Je crois que mes relations avec la jeunesse proviennent du fait que le 20 septembre 2002, au lendemain du coup d'État avorté, j'ai pris position publiquement. C'est moi qui ai lancé le premier appel à la jeunesse pour la résistance, pour résister et rester debout contre les assaillants. Le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo était en visite en Italie. Si je ne me trompe pas. Voilà, en Italie. Et j'ai donc fait mon intervention. Mon appel a été lancé le vendredi 20 septembre, le jour même où le président Gbagbo est rentré le soir d'Italie. Donc, on m'appelle ici le père du sursaut national. D'accord, voilà. Donc, alors, j'ai dit que je suis le père du sursaut national. Et Blé Goudé, le jeune qu'on a vu l'autre jour. Voilà, le jeune qui rassemblait ce grand monde que vous avez vu, est le porte-drapeau du sursaut national. Donc, j'ai dit que là où est le fils, le père doit être. Si le père le peut, il doit être là. Il doit être là. Voilà. Mais Monsieur le Président, là, je veux revenir sur quelque chose. Je trouve que vous êtes souvent dans des actions. En 90 ou 93, quand il y a eu une crise aussi
juste après la mort du père fondateur de votre pays, Houphouët-Boigny, vous étiez aussi monté au créneau pour défendre la Constitution. Le temps, là, c'était pour M. Bédier. Mais d'où vous sort ce genre de spontanéité à tout bout du champ? Vous êtes calme, mais vous sortez toujours spontanément pour défendre une cause peut-être juste pour les autres, peut-être injuste pour les autres. Ça dépend de quel bord vous vous mettez. Tout à fait. Oui, je pense que il y a des gens qui disent que le hasard n'existe pas, mais il se trouve que chaque fois qu'il y a un problème ou une situation grave en Côte d'Ivoire, je me trouve au carrefour depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous savez que je suis parti en 1975 en Afrique du Sud. Ah oui. J'ai été le premier Africain, le pays indépendant, que le président Houphouët-Boigny a envoyé en Afrique du Sud, apartheid, en plein apartheid. C'est historique. J'ai fait 15 jours en Afrique du Sud. Ça a créé un tollé à l'époque. Un tollé, et presque toute la presse africaine, internationale, m'a condamné et a condamné ce voyage. D'autant plus que l'OUA, à l'époque, avait interdit qu'on ait des relations avec ce pays. Oui. Et le président Houphouët-Boigny tenait à ce voyage, parce qu'il voulait prouver qu'on pouvait parler, on pouvait dialoguer même avec le diable, lorsqu'il s'agit de sauver la paix ou de faire la paix. C'est ce que j'ai fait pendant 15 jours, et je crois que ce voyage, ces résultats n'ont pas été sans effet sur la suite, qui a permis plus tard au président Mandela de sortir dans les conditions que vous savez. Oui. Ici, en Côte d'Ivoire, en 1990, c'était le retour au multipartisme. Oui. Je me suis trouvé là aussi, au carrefour, et le président Houphouët-Boigny m'a envoyé à l'intérieur du pays pour prêcher à ses militants ce que c'est que le multipartisme et comment il fallait le gérer avec le vieux parti que nous avions, qui était le premier parti en Côte d'Ivoire. Ça aussi a eu des conséquences sur la suite des événements. Et je m'en félicite. C'est d'ailleurs ce voyage à l'intérieur qui a fait que l'année suivante, en 1991, le président Houphouët-Boigny a organisé ici un congrès extraordinaire et m'a fait nommer secrétaire général de son parti. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Oui. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, ont voulu empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. Monsieur le Président, je reviens sur votre visite de 1975 en Afrique du Sud. Là, vous avez dit que ça a permis que même avec le diable, on peut dialoguer. Ici en Côte d'Ivoire maintenant, je ne sais pas qui est le diable et qui est l'ange. Est-ce que, parce que je vois chez vous, dans votre bureau, ce n'est pas loin là, il y a l'hôtel du Golfe, celui que vous nommez comme le président de l'extérieur, il est la Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt de dialoguer avec lui? Mais moi, je dialogue avec tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais je crois que ceux qui sont enfermés au Golfe ne souhaitent pas le dialogue, parce que le Golfe est inaccessible. Je suis à 500 mètres, mais je ne peux pas y aller. Je ne suis pas sûr qu'on me laisserait
accéder. Oui, mais qui a fermé? C'est vous qui avez fermé l'entrée? Non, je crois que tout autour, oui. si vous informez, vous saurez que c'est l'ONUCI qui boucle l'hôtel du Golfe. Nous sommes mis à une distance telle que si ceux qui sont à l'hôtel du Golfe et qui sont armés sortaient, vous savez que moi, je serais la première victime. Oui, je suis à 500 mètres. Oui, ça m'étonne. Oui. Mais c'est parce que je suis un homme de foi. Et je crois à mon avenir et je suis sûr que leurs armes ne m'atteindront pas. C'est pourquoi je suis encore là. Donc, chacun parle de dialogue et vous voyez que personne ne dit de quoi on va dialoguer. Oui. Le problème, c'est ça. On dit on est d'accord pour régler ce problème pacifiquement, par le dialogue, mais on ne sait pas quel est le sujet qu'on va traiter. Il y a un qui dit je suis président, parce qu'on l'a proclamé, ou bien parce que l'extérieur a voulu décider qu'il en soit ainsi. Et puis l'autre qui est notre président, parce que nous avons suivi une procédure qui est constitutionnelle, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a proclamé élu président. Alors, on va parler de quoi à votre avis? Mais c'est vous avez une grande expérience, c'est vous qui pouvez proposer une idée. Vous avez été en Afrique du Sud. Je prends encore l'exemple de l'Afrique du Sud. Je suivais dans la voiture aujourd'hui, quelqu'un parlait de le dialogue entre les Sud-Africains qui a produit jusqu'en 1994. On a eu Frederick de Klerk, Nelson Mandela. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire ici? Je pense que tout est possible. D'accord. Je ne peux pas dire que le dialogue est impossible en Côte d'Ivoire. Sinon, je ne serais pas allé en Afrique du Sud. Nul ne savait que les tenants de l'apartheid à cette époque-là, un jour, allaient embrasser les Africains qui étaient victimes et l'objet de toutes les menaces et toutes les humiliations que vous savez. Donc, je veux dire que tout est possible. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, la chose me paraît difficile ici parce que nous devons être honnêtes. Ce problème a été créé de façon artificielle, le problème que nous vivons. Dans le cas de l'apartheid, les Blancs ne voulaient pas respecter, considérer et considérer comme des hommes les Noirs. Ça, c'était un problème quand même. On savait bien qu'on finirait un jour par régler ce problème-là. Bon, ici, nous sommes mis d'accord sur une manière une procédure pour devenir président de la République. On a d'abord fait les audiences foraines, puis on a fait le recensement, c'est-à-dire l'enrôlement. L'enrôlement. Et bon, après l'enrôlement, nous sommes arrivés aux listes électorales. Nous avons mis du temps pour nous mettre d'accord sur la liste électorale. Liste grise, liste jusqu'à la liste blanche. Bon. Et nous arrivons aux élections. Et nous avons dit qu'aux élections, la commission électorale indépendante, entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant l'arrivée de M. Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc, cette commission, nous la devons à M. Gbagbo. Absolument. À toute seigneur, tout honneur. À la gauche ivoirienne, c'est vrai. Moi, je vous en parle parce que j'étais déjà aux affaires à cette époque-là. Mais vous êtes de droite. Voilà. Pas de droite, je suis libéral. Vous êtes libéral. D'accord. Bon. C'est un peu différent. Donc, la procédure qu'on a adoptée a été respectée au premier tour. Élection, traitement des résultats par la commission. La commission donne les résultats provisoires consolidés, transmet au Conseil constitutionnel, lequel vérifie tous les résultats, tous les procès-verbaux et déclare les résultats définitifs. Et c'est ces résultats définitifs qui est donc certifié par le représentant de l'Union des Nations Unies, ici à Abidjan. Bon, cela, on l'a respecté scrupuleusement au premier tour. Et le monde entier nous a félicités. On a reçu des félicitations de partout. On a dit à la Côte d'Ivoire, on ne savait pas que c'était capable de cela, c'est formidable, etc. Bien.
Nous allons au deuxième tour. Nous procédons de la même manière. Entre les deux tours, il y a 15 jours. Oui. Donc, on n'a pas changé de constitution, on n'a pas changé la commission électorale, on n'a pas changé le conseil constitutionnel. Et rien n'a changé. Oui. On finit les élections Oui. au moment où la commission travaille. On vous a expliqué. Exactement. Oui, oui. Au moment où la commission travaille, c'est vrai qu'il y avait des difficultés pour se mettre d'accord, Oui. mais c'est normal, Oui. parce que c'était le dernier tour, c'était tout le Oui, sérieux. c'est- Donc, ils ont mis du temps, même s'ils avaient simplement dépassé légèrement leur temps réglementaire. S'il n'y avait eu que ça, on aurait pu comprendre, nous sommes en Afrique, on peut dire qu'ils ont dépassé légèrement le temps, mais on aurait quand même suivi la filière, disons, la procédure jusqu'au bout. Mais au lieu de cela, le président de la commission disparaît. Comment il a disparu? Eh bien, il a disparu, on ne sait pas comment. Ses camarades l'attendaient, Oui. ses collègues, les commissaires centraux, l'attendaient à leur siège. On le cherche partout. Même le président de la République l'a cherché, lui a téléphoné chez lui. Tous les 2 téléphones sont fermés. On ne sait pas où il est. Et, subitement, on apprend qu'il est à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire au quartier général de l'autre candidat. Oui, Alassane. Oui. Qu'est-ce que le président de la commission peut chercher au QG, au quartier général, de l'un des candidats? Mais la question, je m'excuse de vous... Oui. La question que les gens posent est que pourquoi se fait-il que vous avez décidé de tirer quand tout le monde a vu? Moi-même, j'étais sidéré de le voir. Qu'on arrête le papier, on déchire. Ce n'était pas ces papiers-là. Mais vous avez créé les conditions d'insécurité, c'est pourquoi le monsieur est parti de l'autre côté. Non, mais c'était pas le lieu où il devait aller. Il y a tellement de lieux où il pouvait aller se protéger en Côte d'Ivoire. Il pouvait aller au siège des Nations Unies. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un Gabonais qui est allé au siège du PNUD. Oui, oui, ça c'est vrai. Il n'est pas allé au QG de l'autre. De l'autre, oui. Il fallait aller partout, sauf au QG du Challenger. Ça, c'est une grave erreur. Je trouve d'ailleurs grotesque. Oui. Oui. Oui, oui. Il serait allé se cacher dans une n'importe quelle ambassade ou, je ne sais pas moi, ou même au siège des Nations Unies. À la rigueur, on aurait encore compris, si tant est qu'il était en insécurité. Oui. Mais ce que je veux vous dire, Oui. c'est que le fameux papier dont vous parlez, Oui. ce n'était pas le papier définitif. C'était un papier dont les résultats n'étaient pas encore consolidés. Oui. Consolidés, ça veut dire qu'ils sont comparés avec ce qu'ils ont et on se met d'accord, parce que par consensus, une fois qu'on se met d'accord, et maintenant ces résultats sont adoptés avant d'aller de l'autre côté. Ce n'était pas les résultats définitifs, vous pouvez leur demander. Oui, oui. Voilà. Donc ça, cet épisode que vous avez vu n'a rien à voir Avec l'ensemble des résultats oui. que M. le Président avait sur lui et qu'il a amené à l'hôtel du Golfe. D'accord. Voilà, il a amené à l'hôtel du Golfe. À partir du moment où il a fait le déplacement, où se trouvent les adversaires du président Gbagbo, où se trouve leur groupe qui s'appelle le RHDP, ici, et où on a retrouvé dans les couloirs de l'hôtel monsieur l'ambassadeur de France. Vous comprenez? Oui. J'ai dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on dise que cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Moi, je trouve ça vraiment inintelligent. Donc vous pensez que la France voulait organiser un coup d'État chez vous, constitutionnel, un coup d'État sans armes? Mais moi, pas seulement je ne crois pas, je suis sûr. Je suis sûr. J'ai dit, oui. pour moi, avant même les élections, oui. M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela? Monsieur Gbagbo, à moins que je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile. Il est membre du International Socialist. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de M. Gbagbo? Parce que M. Gbagbo est un président africain
qui ne ressemblent pas aux autres. C'est comme si vous me demandez pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sékou Touré pendant des années, pourquoi, etc., ou Myombe, tous ces gens-là. Je dis que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Houphouët-Boigny, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau, personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour d'ici, un Ivoirien, pour dire « nous voulons être souverains, nous voulons être responsables de nos affaires ». Monsieur le Président. Donc M. Gbagbo n'était pas le président attendu par la France. Est-ce que M. Houphouët-Boigny n'a pas un peu contribué à ça? Parce que vous savez très bien, il était la fille de la France et tout. Et M. Houphouët-Boigny a contribué à faire peut-être des coups pour la France ici. Peut-être les Français se sont dit que tous les Ivoiriens sont comme ça, ils sont cons, ils vont marcher comme on veut. Est-ce que ce n'est pas M. Houphouët-Boigny qui a contribué à faire ce genre à cause de ces gènes? Moi, j'ai travaillé près de 15 ans auprès du président Houphouët-Boigny. Oui. C'était un homme d'une extrême délicatesse. Oui. Et d'une extrême finesse. Oui, voilà. Il savait la vérité et avait adopté un comportement qui lui paraissait profitable à la Côte d'Ivoire. C'était son droit. D'accord. Mais il savait, il a dit de sa bouche, oui. Je sais que mon indépendance n'est pas une vraie indépendance. Ah, il a dit ça de lui? Il a dit ça, je vous le dis, parce que je suis un de ses fidèles. D'accord. Voilà. Je connais, excusez-moi, je ne suis pas modeste, peut-être le président Houphouët-Boigny plus que la majorité des Ivoiriens. Ça c'est vrai. Voilà, j'étais journaliste, j'étais son journaliste. D'accord. Donc je sais de quoi je parle. Il a dit, je n'ai pas obtenu la vraie indépendance. C'est une indépendance nominale, une indépendance politique. La vraie indépendance viendra plus tard avec les jeunes. Et lorsque les jeunes seront formés. Et c'est les Laurent Gbagbo alors? Et capables de parler d'égal à égal. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il pensait à Laurent Gbagbo, mais moi j'ai le sentiment que c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui, parce que c'est lui qui veut parler d'égal à égal avec les autres. Monsieur le Président, je veux vous poser une autre question un peu. À l'époque, en 90, vous avez traité M. Gbagbo de tous les noms d'oiseaux. Et comment est votre relation aujourd'hui? Est-ce qu'il ne se pense pas que voici ce monsieur qui m'avait appelé d'aventurier, il m'avait tout, mais aujourd'hui on est ensemble. Qu'est-ce qu'il dit, M. Gbagbo? Eh bien, je crois que M. Gbagbo était politicien de grand calibre. Il comprend qu'à chaque époque, c'est réalité. Le même Fologo aujourd'hui qui était le grand serviteur de Houphouët-Boigny, le grand collaborateur, est aujourd'hui un collaborateur honnête et loyal de M. Gbagbo. C'est ça qui est possible en Afrique. Oui. Ça doit être possible en Afrique. Selon les circonstances, il faut travailler pour son pays. À partir du moment où vous avez décidé de servir votre pays, quelles que soient les circonstances, vous pouvez servir avec tout le monde. Moi, je suis comme ça. Vous voyez, on vous a dit qu'il y a 14 candidats. Oui. Il y avait 14 candidats. À l'élection avant, il y avait 18 candidats. Mais vous n'avez jamais vu le nom de M. Fologo nulle part. Oui. Vous ne pensez pas que je suis le plus imbécile des Ivoiriens. Je crois même que je suis peut-être parmi ceux qui savent le mieux de quoi il s'agit. Oui. Mais moi, j'aime mon pays. Et je ne me bats pas, je ne suis pas dévoré par une ambition démesurée. Démesurée. Non. Je veux que le pays soit en paix et qu'on avance. Quand vous dites que vous n'êtes pas ambitieux ou vous n'avez pas des ambitions démesurées, est-ce que ce n'est pas une manière à dire que M. Ouattara a les ambitions démesurées, Alassane? Oui, moi je n'ai pas l'habitude de dire ce que pensent les autres. Oui. Non, moi je vous dis ce que je pense. Mais vu, par exemple, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup travaillé ici en Côte d'Ivoire, 22 ans comme ministre, vous avez été journaliste personnel du président Houphouët-Boigny, qui est comme le George Washington de Côte d'Ivoire. Normalement, avec tout ça, vous pouvez dire aussi que moi aussi, j'ai droit à la magistrature suprême. Oui, j'aurais pu le dire. Oui. Oui, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être président de la République. Nous sommes 20 millions en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être 3 ou 4 vrais candidats.
et puis les autres sont candidats peut-être pour la forme. Mais je voudrais quand même dire une chose en ce qui concerne l'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, oui. quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui. Parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, il avait Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que je dis toujours de 2 mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles en Côte d'Ivoire. Après, vous voyez, nous perdons du temps. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que je dirigeais a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Alors, vous voyez, donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Mais moi, je vous dis... Il veut le pouvoir par tous les prix, lui, alors. Quand vous expliquez tout ça, ça veut dire que... Oui, mais parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas dévoré par une ambition démesurée. Et vous me demandez si mon autre frère le serait. Je vous cite des faits. Et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Bon, mais on va revenir, comme vous connaissez mieux ce pays. M. Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé, le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé le nord? Ben oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, on ne sont pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, les balafres. Regardez sur mes joues. Je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc, ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors? Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis,
les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. J'ai dit que si les choses avaient été claires, on aurait suivi la même procédure. Quand vous acceptez une fonction, il faut accepter les risques et les périls et les avantages de cette fonction. Si M. Bakayoko a accepté d'être président de la commission électorale, il devait savoir qu'elle comporte des risques. Et même s'il dit que sa vie est en danger ou qu'il n'était pas en sécurité, il doit faire face à cette situation. Ça fait partie de son métier. Les mêmes ONUCI qui entourent aujourd'hui le Golfe pouvaient entourer le siège de la commission électorale. La commission, il fallait les appeler. Voilà. Donc aujourd'hui, je considère que ces chiffres n'engagent que ceux qui les ont propagés. Nous ne sommes pas au courant. Et ce n'est pas la procédure et ce n'est pas l'organisme qui devait les donner qui les a donnés. Donc nous, on n'y croit pas. D'accord, mais nous ne les acceptons pas et nous n'y croyons pas. Vous n'y croyez pas? Non. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas dans une genre d'illusion? Parce que ce qui va se passer est qu'il y aura une force d'interposition qui viendra par la force l'installer. Comment ça va se passer? Il y aura quoi? Une force d'interposition. Pour venir installer M. Ouattara? Oui. En Côte d'Ivoire? C'est ce que moi j'ai. Enfin, vous supposez? C'est ce qu'on dit, oui. C'est une supposition moi-même aussi. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais vous avez vu hier la population. Nous voulons savoir le président qu'on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours au palais. Ah oui. Ah mais vous avez vu hier? Hein? Oui, j'ai vu. Ben voilà, tirez les conclusions. Mais Monsieur le Président, ça veut dire maintenant qu'il y a une gêne, vous préparez le terrain, que si on met Ouattara, il ne fera pas 1 mois ou 5 jours. Non, moi je ne prépare rien du tout. Moi je suis là, je vous dis, je décris ce que je vois. Oui. Je vous dis qu'au nord, la population n'est pas nombreuse. Nous sommes une région peu peuplée. Ah, d'accord. On a gonflé des chiffres, on a fait... Bon, je ne vais pas décrire les élections parce que je ne suis pas de la commission électorale, mais je connais bien le Nord. Je suis né dans le Nord, je suis député du Nord, c'est ma région, je vis là-bas, n'est-ce pas? Je suis souvent là-bas. J'ai construit mon village, un jour, si vous avez le temps, je vous y ai amené. Merci pour... J'ai reconstruit le village, donc je sais de quoi je parle. Le Nord n'est pas peuplé. Et le Nord ne peut pas influencer une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Mais vous qui avez l'expérience internationale, Monsieur le Président, pourquoi se fait-il que la communauté internationale passe le temps ou soutient les résultats de la commission électorale indépendante? Pourquoi? Parce que les soutiens de Ouattara, vous vivez à Paris, parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Je vous ai dit que depuis son élection, le président Gbagbo n'a jamais été accepté par la France. Parce que M. Gbagbo est arrivé au pouvoir lorsque lorsque la droite française était au pouvoir, alors que lui, il est socialiste. Il est arrivé au pouvoir après avoir combattu Houphouët-Boigny, qui était le grand ami de la France, vous le savez aussi. Dont les Français sont alors aigris. Il est le seul président aujourd'hui qui peut dire non, et qui dit non quand il faut dire non. Le président Gbagbo, il est insoumis, il est atypique et il est souverainiste. Voilà. Donc, tout cela réuni, ça fait trop pour la France. Et pour eux, ce serait un précédent grave que le président Gbagbo réussisse à gouverner la Côte d'Ivoire comme il le voudrait. Alors nous, Africains, j'ai dit aux Africains qu'ils ne doivent pas accepter que 50 ans après l'indépendance, on leur impose un président. C'est inacceptable. D'accord. Voilà. Alors, donc M. Gbagbo est différent de d'autres présidents de l'Afrique francophone, parce que l'habitude, c'est que tous les présidents de l'Afrique francophone vont dire oui à la France, donc lui, comme il dit non, ça les gêne. Ah, je crois, hein. Je veux revenir maintenant sur monsieur, parce que comme vous connaissez bien M. Houphouët-Boigny. Vous étiez à Paris le 14 juillet. Oui. Vous avez vu le fameux cinquantenaire. Exactement. Bon, vous avez vu qui était là et qui n'était pas là. Ah. Ça veut dire beaucoup. Exactement. Voilà. Donc vous traitez les autres comme les valets de la France alors? Enfin, je n'ai pas dit ça, monsieur. Je vous dis simplement que le président Gbagbo est différent. Est différent, je comprends. Mais je reviens maintenant sur M. Houphouët-Boigny. C'est un honneur pour moi personnellement d'avoir quelqu'un comme vous et pour les autres Africains qui vont vous suivre. Il faut une vérité, qu'on doit parler une vérité maintenant.
quel a été le rôle de M. Houphouët-Boigny dans le décès de Thomas Sankara? Alors, vous me posez là une question à laquelle il m'est difficile de répondre. C'est comme une colle. Pour moi, Oui. Houphouët-Boigny n'a joué aucun rôle dans le décès de M. Sankara. Quand M. Sankara est arrivé, il était un peu comme M. Gbagbo, c'est-à-dire révolutionnaire. Un président du non. Bon, il a même insulté le président Houphouët-Boigny, vieux, fatigué, etc. Et sa radio à l'époque a beaucoup maltraité la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais déjà aux affaires. Moi, j'ai fait des missions auprès de M. Sankara pour essayer de le calmer. Vers la fin, les choses étaient rentrées dans l'ordre. D'accord. Il respectait le président Houphouët-Boigny. Il est venu à Yamoussoukro. N'est-ce pas? Pour moi, les choses redevenaient normales, bien que chacun reste dans sa position. Le président Houphouët-Boigny disait, ici en Afrique de l'Ouest, tous les membres du Conseil de l'Entente, c'est l'organe que vous savez, tous sont militaires sauf un, c'est-à-dire lui-même. Il dit, il y a des sergents qui sont présidents de la République, il y a des capitaines qui sont présidents de la République, il y a des colonels qui sont présidents de la République. Et moi, je suis leur doyen. Alors, je pense qu'un jour, ils vont me nommer maréchal. D'accord, Il disait ça. Ça veut dire qu'il n'empêchait personne de choisir sa voie. Mais la famille africaine devait rester la famille africaine. D'accord. C'était sa position. Mais, Monsieur le Président, on revient maintenant sur M. Blaise Compaoré. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Prince Johnson qui a fait la guerre au Libéria. Il a dit à la commission Vérité et Réconciliation du Libéria que M. Blaise Compaoré a aidé le National Patriotic Front de Charles Taylor à l'époque. Il a aussi aidé le RUF, Revolutionary United Front de Fodé Sanko. Il est mort aujourd'hui. Et tout le monde le sait que la rébellion ici dans votre pays a été armée par Blaise Compaoré. Mais pourquoi ce fait que vous avez accepté que ce même monsieur, qui est pyromane, on doit dire sur les mêmes termes, soit encore négociateur pour m'apporter la paix chez vous? Vous n'étiez pas intelligent. Vous savez que la politique est compliquée. On ne peut pas dire si on est intelligent ou pas intelligent. Chacun résout ses problèmes selon les réalités du moment. Vous avez cité le rôle de Blaise du président du Burkina Faso dans ces pays-là. Bon, vous êtes journaliste, vous en savez plus que moi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que chez nous, il y a un proverbe qui dit que pour empêcher les chiens de croquer l'os, il faut l'attacher à son cou. Vous comprenez ça? Pour empêcher les chiens de croquer l'os, il faut l'attacher à son cou. Comme ça, il est à son cou, il ne peut plus le croquer. D'accord. Voilà. Si il est vrai que monsieur le président du Burkina Faso a aidé la rébellion, l'a même construite, d'après vous, l'a armée. Oui, j'ai les preuves, je l'assume. Voilà, j'ai dit que si nous nous sommes aperçus, étant donné l'état de la frontière avec nous, que nous ne pouvions pas nous en sortir sans l'impliquer, je pense que c'était intelligent de la part du président Gbagbo, c'était intelligent de sa part, c'était très politique de sa part, et c'était habile de sa part d'aller lui accrocher l'os à son cou. Et c'est ce qu'il a essayé de faire en étant facilitateur. Bon, a-t-il réussi, n'a-t-il pas réussi? L'histoire nous le dira. D'accord. Mais maintenant, au meeting hier, le jeune Blé Goudé disait qu'il ne veut pas, ils sont 5 facilitateurs proposés par l'Union africaine. Le panel. Panel, merci monsieur. Mais Blé Goudé disait qu'un là, on ne veut pas, c'est Blaise Compaoré. Est-ce que ça ne vous donne pas un visage que vous n'aimez plus la négociation? Hier, c'était un grand meeting des jeunes. Des jeunes patriotes. Moi, je suis un vieux patriote. D'accord. Il est possible que les jeunes patriotes n'aient pas le langage des vieux patriotes. Vous voyez? Moi, je n'aurais pas dit de la même manière. Pour moi,
ce n'est pas tellement la qualité des gens du panel qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qu'ils viennent faire, comment vont-ils négocier, comment vont-ils sortir la Côte d'Ivoire de la situation où nous nous trouvons. Peu m'importe les gens qui viennent. C'est vrai que depuis Addis Abeba, on a commencé à les diviser. On a dit oui, il y a ceux de Gbagbo, il y a ceux de M. Ouattara, etc. Bon, écoutez, ce sont des grands Africains. Ils sont 5, on les a choisis pour venir ici. Nous attendons pour voir. Bon, ce que nous avons constaté, c'est que la première liste qu'on a publiée, il n'y avait pas le président du Burkina Faso. La première liste. Oui, exactement. Oui, le premier jour. Oui. C'est le président du Nigeria qui était dans le panel en tant qu'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, oui. Voilà. Bon, et puis subitement, sans explication particulière, parce que nous n'étions pas à Addis Abeba, nous avons vu que l'un a remplacé l'autre. Le Burkina a remplacé le Nigeria. On nous a dit que dans la salle, le président du Nigeria a dit qu'il prépare des élections, oui, qu'il est très pris, donc il souhaite que quelqu'un d'autre le remplace. Exactement. Bon, est-ce que c'est comme ça ou non? Ça, je n'en sais rien. Il y a des gens qui pensent aussi que certains ont poussé monsieur le président du Burkina à entrer à la place du Nigeria pour des raisons qui leur sont propres. Moi, ça aussi, je n'en sais rien. Je ne savais rien, oui. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'ayant été facilitateur, oui, il a les avantages et les inconvénients. Les avantages, il peut dire je connais bien le dossier parce que j'ai été facilitateur. Les inconvénients, c'est qu'on dise, si vous avez été facilitateur et que vous n'avez pas réussi à résoudre le problème, alors vous êtes disqualifié. Voilà ce que disent les jeunes. Exactement. Moi, je ne dis rien du tout. Moi, j'attends le panel. Je ne peux pas vous dire qui a tort, qui a raison. Nous attendons le panel et nous espérons que le panel sera peut-être la dernière négociation, oui, c'est-à-dire celle qui va nous sortir de la situation. L'autre jour, Monsieur le Président, j'ai eu Madame Anne Oluto. Je ne sais pas si je prononce son nom, mais la porte-parole de M. Oui. Ouattara. Oui. Elle dit qu'eux, ils attendent le panel de les investir au pouvoir. De votre camp, est-ce que vous aussi, vous attendez qu'on vous certifie dans votre droit ou vous allez vous soumettre à la décision ou aux propositions soumises par le panel? Mais pour le moment, le panel n'a rien proposé du tout. Mais allez-vous, au cas où il vient? Non, mais le panel, oui, dans le communiqué de l'Union africaine, oui, on a dit que les décisions du panel sont contraignantes pour les deux parties. Okay. Voilà, c'est ça qui est écrit. Exactement. Ça veut dire qu'elle oui, s'impose aux deux parties. Donc, pour le moment, ne connaissant pas ces décisions, nous ne pouvons pas vous dire de quelle manière, jusqu'où elles sont contraignantes. Spéculons un peu. Oui. Au cas où c'est favorable de votre côté, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tendre la main aux autres? Mais nous, on a toujours tendu la main. Vous savez que le président Gbagbo a fait un discours avant même l'Union africaine, avant même la CEDEAO, il a dit « J'ai toujours tendu la main à l'opposition ». Lui, il était 25 ans dans l'opposition, donc il sait ce que c'est qu'être dans l'opposition. Il a toujours tendu la main. Il a été le premier, je vous dis, en l'an 2000, oui, à proposer un gouvernement d'ouverture. Oui. Personne ne l'avait obligé. On n'avait pas eu Marcoussi. Et il avait proposé l'ouverture. Par la suite, à chaque remaniement, il a eu des ministres qui n'étaient pas de son bord. Donc il a toujours été ouvert. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne le serait pas. Donc il est pour l'ouverture. Il est pour l'ouverture. Voilà. Maintenant, on va regarder la spéculation de l'autre côté. Au cas où c'est défavorable chez vous, est-ce qu'il va accepter de partir? Qui? Le président Laurent Gbagbo. Nous avons dit, je crois que les jeunes ont été clairs, ils ont dit, oui, nous sommes d'accord à tout dialogue à condition qu'il respecte la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Oui, monsieur. Ça veut dire que le président de la République de Côte d'Ivoire doit être reconnu selon les normes et la procédure constitutionnelle. Ça veut dire qu'il ne doit pas être déclaré ni à New York, ni à Washington, ni à Paris, mais ici, par la Cour constitutionnelle. C'est un point capital. Sinon, il n'y a pas de pays. Brilliant. Alors c'est pour cela que
vous ne pouvez pas me proposer. Oui, on spécule, hein. Oui, C'est une spéculation. Oui, mais toute spéculation qui met hors d'état de servir notre Constitution est pratiquement inacceptable. Parce que nous sommes encore un pays quand même. C'est vous qui avez dit que vous êtes un pays, on ne refuse pas, que les panels, les propositions sont contraignants. Donc ça veut dire s'ils viennent, ils disent que bon, Monsieur le Président de la République, vous êtes élu Président de la République de Côte d'Ivoire, mais nous, après vérification de tout, nous pensons que vous n'êtes plus Président de la République de Côte d'Ivoire. On respecte bien la Constitution, je vous le dis. Oui, tout à fait. Mais, vu les réalités sur le terrain, vous, en tant que président, vous devenez maintenant ancien président. Est-ce qu'il va accepter? Oui, mais on respecte bien la Constitution. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une question qui ne se pose pas lorsqu'on a bien suivi le président Gbagbo. Le président Gbagbo a dit je veux la vérité. D'accord. Je veux qu'éclate la vérité. Pour que la vérité éclate, il faut accepter une commission d'évaluation du scrutin. Oui. Il a été le premier à le dire avant le sommet de l'Union africaine. Deuxièmement, le président Gbagbo a dit je demande le recomptage. Il y a eu des recomptages, on l'a dit, en Amérique, en Floride. Il y a eu des recomptages à Marseille, il y a eu des recomptages dans beaucoup d'autres pays. Oui. Il propose le recomptage. Bon, si toutes ces propositions sont refusées, je ne sais pas sur quoi on va se baser pour déclarer la vérité. Comment la vérité va éclater si vous ne recomptez pas et si vous refusez l'évaluation, la réévaluation? C'est difficile. Oui, Monsieur le Président. Voilà, donc c'est pourquoi, c'est vrai, on peut spéculer, mais ne spéculons pas sur ce qui n'est pas possible. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez si on fait le recomptage que le président Gbagbo réclame tant, et on le recompte, et il veut la vérité, et il ne gagne pas, il va accepter de partir? Oui, il va accepter de partir, parce qu'il a dit. Vous le croyez? Mais je le crois, parce qu'il a dit publiquement, il a dit que si on recompte par une commission objective, neutre, et qu'on le déclare vaincu, il va partir démocratiquement. Il est prêt à ça. Il a dit publiquement. Oui, mais les jeunes... Donc ne me posez pas la question parce que le président a répondu. Exactement, c'est une bonne chose. Mais les jeunes que j'ai vus hier, là, ils ne vont pas accepter. Hein? Enfin, ça, je ne sais pas, puisque c'est le président qui est quand même concerné. D'accord. Mais lui, il a dit qu'il est pour que la vérité éclate. D'accord. Voilà. Et il sait pourquoi il dit ça. Il sait que... il ne croit pas à l'autre chiffre dont vous parlez tout à l'heure. Brilliant. Non. Vous êtes le président. Mais il y a un avocat en France qui l'a dit publiquement à la radio, à la télévision. Ah oui? Oui, il a dit à Boaké, il a pris un seul bureau de vote où il y avait 150 000 inscrits dans la vallée, le département de Boaké. Oui. 150 000 inscrits, et Ouattara, 250 000 voix. Il a dit ça publiquement. Alors vous voyez déjà ça, rien que ça. Oui. Et il a dit, ça fait presque le 5e des voix qu'il a reçues. Vous voyez, alors si on recompte, le président Gbagbo n'a aucune inquiétude. D'accord. Non. Bon, mais maintenant, en tant que président du Conseil économique et social, on va laisser un peu la politique. Revenons sur l'aspect économique. La Côte d'Ivoire est en baisse quand même. On voit même la ville d'Abidjan, une belle ville, c'est délabré. Qu'est-ce qui se passe? Les sanctions économiques, pareil que dans les jours qui arrivent, il y aura les pénuries du carburant, du gaz, du riz bientôt. Comment allez-vous faire? Monsieur, je crois que ceux qui ont décidé les sanctions, ils ont un objectif. Oui. C'est d'affamer le peuple ivoirien, c'est de le rendre, de le plonger dans la détresse, c'est de nous créer une situation insoutenable. C'est pourquoi nous disons ici en Côte d'Ivoire, ce sont des hommes qui veulent nous mettre dans cette situation. Et surtout des hommes qui veulent demain gouverner la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lorsque tout le monde sera mort, ou presque mort. Oui. C'est ce que je crois. Oui. Mais nous, qui sommes de la partie constitutionnelle, donc de la partie de M. Gbagbo, nous disons, c'est les hommes qui disent cela, mais nous avons l'Éternel des armées avec nous. C'est-à-dire celui qui fera en sorte que ce tableau apocalyptique que vous décrivez n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Oh my God. Nous resterons debout, nous allons vivre et nous allons manger. D'accord. Bon, maintenant, Monsieur le Président, c'est vers la fin de l'émission. Si vous avez un appel à faire, parce que Monsieur Alassane Draman Ouattara vous connaît beaucoup, bien. Enfin, je suppose, oui. Oui. Parce qu'il a causé avec vous pour que vous violez la Constitution, vous avez refusé.
En 93. Il a demandé mon apport, j'ai refusé. Vous avez refusé? Oui. Je pense qu'il vient du Nord. Chez vous, vous respectez beaucoup de personnes. Je ne sais pas s'il vient du Nord, parce que je connais mon village, je ne connais pas le sien. D'accord. Bon, si vous aviez, Monsieur le Président, un message à lui adresser et aux d'autres personnes qui sont avec lui et d'autres Ivoiriens, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je crois vraiment qu'au point où nous en sommes, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à leur dire, ceux qui sont au Golfe. Moi, je pense que s'ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire un jour, il ne faut pas qu'ils travaillent à tuer la moitié des Ivoiriens, ni par la faim, ni par des décisions de monnaie, d'argent, de pénurie et tout ça. Ça, je crois quand on aime son pays, on ne doit pas prendre ce chemin-là. Deuxièmement, je pense que je n'ai pas de conseil à donner à M. Ouattara. Je suis un vieux politicien. Je ne sais pas, lui, il fait la politique depuis quand, je n'en sais rien. Mais il y a au moins mon ancien patron, M. Bédié, qui est avec lui là-bas. Oui. Je veux simplement qu'il se souvienne qu'en 1993, peut-être que si je n'avais pas existé, et si le bureau politique du PDCI ne m'avait pas soutenu, il n'aurait jamais été président de la République. Alors je veux bien que les choses changent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je soutiens Gbagbo. Oui. Lui aussi, il peut soutenir quelqu'un d'autre. Oui. Mais je me souviens que quand j'ai décidé de travailler aux côtés de Gbagbo, on m'a traité de tous les noms ici. Et je vois qu'aujourd'hui, ils sont allés encore plus loin que moi. Alors peut-être, c'est à cela que je peux peut-être dire de réfléchir à notre passé commun. Exactement. Mais pas à ceux qui n'ont pas fait la politique avec moi. D'accord. Donc maintenant, c'est un appel que vous faites maintenant à M. Bédié alors? Bon, pas seulement à lui, tous mes amis sont là-bas. Mes compagnons d'hier sont avec lui. Oui. Voilà, je leur parle à tous. D'accord. Voilà. Bon, Monsieur Laurent Donafologo, c'était un honneur de vous recevoir encore une fois de plus et que vous nous recevez chez vous ici, pas loin de l'hôtel du Golfe. Mais vous n'avez pas peur qu'un jour, il peut vous attaquer? Non, je crois que je suppose qu'ils ne sont pas à l'hôtel du Golfe pour attaquer. Ah, d'accord. Mais pour ne pas être attaqués. Oui. Moi, je ne les attaque pas. D'accord. Je ne vois pas pourquoi ils m'attaqueraient. Oh my God. Voilà. D'accord. Une fois de plus, Monsieur le Président du Conseil économique et social, c'était un honneur pour avoir cet entretien avec vous. Et vous êtes un homme honnête, vous dites la vérité. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord.